Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble l'index sur les Edonites of Slanesh. Edonite of Slanesh, c'est un index qui est assez technique, vous allez voir dans le déroulé des règles, rien n'est automatique, rien n'est facile à mettre en place, tout vous demande une certaine réflexion et un empilement de règles pour que tout se passe bien. Si jamais ces choses-là ne s'alignent pas, il est assez compliqué de jouer avec. Je vais vous proposer on va dire un ensemble le plus détaillé possible vis-à-vis de l'expérience que j'ai sur ce BT. J'ai volontairement fait plusieurs games dessus avant de vous faire cette review pour pouvoir vous donner mon ressenti et aussi le maximum d'informations concernant les règles de cette armée. Alors, on va pouvoir commencer donc avec les règles les plus importantes pour votre index, les traits de bataille. Chez Slanesh, on avait pu le voir lors de la présentation cet été là, des règles en avance, qui avait fait couler pas mal d'encre, le fait de pouvoir donner des bonus à votre adversaire. Donc, on va regarder ça ensemble. La seule règle qui structure votre armée, donc, c'est le fait de pouvoir donner le mot-clé euphorique en début de phase de Battle Round, donc vous allez pouvoir faire ça 5 fois dans une partie, choisir 3 unités Edonite of Slanesh, chaque unité gagnera le mot euphorique. Qu'est-ce que fait le mot euphorique? Il vous permet d'avoir le mot-clé d'arme Crit to Hit, donc tous les 6 à la touche feront 2 touches, et à chaque fois que vous allez faire un jet de course, vous pourrez ensuite tirer et ou charger. Donc c'est intéressant d'avoir les deux, tir et charge, parce que vous avez des personnages, pas énormément, mais qui peuvent avoir un petit tir et qui veulent aller au corps à corps, ainsi de suite. Cette règle est très très forte dans le sens où Edonite of Slanesh est connu normalement pour avoir beaucoup de mobilité. Là, nous en perdons beaucoup, hein, on va pas se mentir, mais il est compensé par cette règle. Donc, pouvoir donner course et charge à l'entièreté de votre armée, entre guillemets, parce que bien sûr on est limité à 3 unités, c'est un super bonus, tout ce qui va avec, la mobilité que ça offre, les tricks de mouvement, ainsi de suite, c'est top. Et le crit to hit est un bon moyen de, on va dire, renforcer la létalité de nos unités qui malheureusement, vous verrez, peuvent manquer de bras sous certaines conditions, même assez souvent malheureusement, car on est considéré comme des elfes et les elfes blessent à 4 et du coup chez Slanesh, on va souvent blesser à 4. Maintenant, vous me dites, ok, très bien, j'ai donné donc mes 3 euphories. Pourquoi il y a encore plein de mots derrière? Et ben en fait, c'est ce qui rend la règle un petit peu plus complexe, entre guillemets, c'est que vous allez donner à votre adversaire un dé de dépravation, on va dire ça comme ça, de tentation plutôt, par unité que vous avez buffé. Donc si vous donnez une euphorie killer, une euphorie, je veux dire, vous allez donner un dé à votre adversaire. Si vous en choisissez 2, 2 et 3, 3. C'est ce qui rend l'index très très fort, on va dire, mais aussi très complexe à jouer, notamment pour les nouveaux joueurs, même pour des joueurs expérimentés, parce que vous allez devoir setup, placer dans votre tête une sorte de matrice de comment je vais jouer mon tour, parce que, comme mon round en fait, parce que ça s'applique pour tout le battle round, donc moi comment je vais jouer et comment mon adversaire va pouvoir jouer. C'est énormément de ressources à prendre en compte parce que ces dés, votre adversaire va pouvoir les consommer pour modifier un jet de bless, un jet de course, un jet de save, un jet de ward, et si jamais il a 2 dés, il va pouvoir remplacer un jet de charge. Donc le jet de charge, si vous lui donnez jamais 2 dés, mais seulement un à chaque fois, il ne pourra jamais modifier que un seul dé des 2 dés de la charge, mais bien il faut 2 dés. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on sait que avec l'ordre de contre-charge, vous allez pouvoir potentiellement offrir des contre-charges à 12 à votre adversaire ou des charges à 12. Mais il faut aussi prendre en compte que vous avez des unités telles que Archaon qui, avec un double 6 à la blesse, peut tuer un héros, slay un héros. Donc on va éviter aussi de donner trop de dés quand vous affrontez un Archaon. Mais vous avez plein d'unités comme ça qui peuvent être très très fortes et qui vont bénéficier pour des jets de bless ou des jets de save, des jets de ward. Donc c'est assez frustrant en tant que joueur Slanesh de se dire que on doit penser à toutes les occurrences que ces dés-là peuvent produire pour votre adversaire. Voilà, essayer de prendre en compte la mobilité, si l'armée a des frappes en profondeur et ainsi de suite. Malheureusement, on ne pourra pas s'en passer parce que si vous en passez, vous allez voir que vous allez perdre principalement votre seule source de dégâts de l'armée, car l'armée a beaucoup d'attaques par rapport au nombre de modèles que vous avez. Cependant, vous blessez à 4, très peu de pénétration d'armure, et donc sans le fait de pouvoir démultiplier vos jets de touche ou de blessures mortelles sous condition,
avoir beaucoup de mal à frapper votre adversaire et à prendre des ressources importantes. Maintenant que vous avez compris l'usage de ces dés, votre adversaire va pouvoir s'en servir, et quand il s'en sert, chaque unité qui s'en sert, peut-être les 3 dés en même temps, si c'est des jets de sauvegarde par exemple, ou des jets de bless, ou des jets de ward, va rouler ses dés, et sur un 1 et 2, il prendra D3 blessures mortelles par 1, 2. La première fois que j'ai lu cette règle, je me suis dit que c'était vraiment inutile, mais en fait, dans l'usage, ça équivaut à un 5+, et les 5+, ça sort très bien, et les 1-2, ça sort très bien aussi. Donc souvent, votre adversaire ne va pas prendre en considération l'implication de ces dés-là, et il va se retrouver à prendre des petites blessures mortelles par-ci, par-là. Les blessures mortelles, on sait qu'ont été vraiment diminuées dans le jeu, et de pouvoir en récupérer ici, c'est un bon outil. On peut peut-être penser que c'est trop, pas assez fort, on va dire, par rapport au bonus qu'on donne à votre adversaire, mais par expérience de mes parties, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est dès que vous donnez à votre adversaire, c'est une charge mentale supplémentaire. Ce dernier, en effet, va devoir prendre en considération le fait qu'il a des usages pour ces règles, et si jamais il ne s'en sert pas, ce qui va arriver à la fin du tour, il dira: «Merde, j'ai oublié de m'en servir», et ben, nous, on n'y est pour rien. Et dans l'autre sens, il va commencer à se dire: «OK, donc là, je peux me fiabiliser ci, je peux me fiabiliser ça», et ainsi de suite. Et en fait, dans le déroulé du jeu, lui offrir en fait des opportunités, et plus vous avez de choix, plus vous êtes susceptible de faire des mauvaises actions, des mauvais choix. Donc, l'un dans l'autre, entre guillemets, ce n'est pas si pénible que ça. Sans compter qu'une fois que vous êtes, entre guillemets, dans le combat, dans la mêlée, voilà, c'est juste un dé par-ci, un dé par-là. Par contre, je trouve ça juste dommage que ces jets-là soient vraiment à géométrie variable, parce que comme je vous dis, quand vous jouez contre Arcaron, vous n'allez pas vouloir lui donner double 6, donc en fait, vous allez vous contraindre vous-même à utiliser qu'une seule unité en euphorie. Et pareil, contre des armées qui ont de la faible ou quoi que ce soit, on va peut-être attendre que les unités soient tombées de faible, et ainsi de suite. C'est un peu pénible, on va dire, à l'usage, et donc à bien prendre en compte. En tout cas, pour tous les joueurs Slaanesh qui jouent leur première partie, je peux que vous encourager à donner un maximum de dés. Ne réfléchissez pas à ça, pour pouvoir voir un peu l'importance que peuvent avoir vos unités, et voir ce que votre adversaire peut faire avec. Et ensuite, sur vos parties un petit peu plus poussées, commencez à donner 1 dé, 2 dés, et ainsi de suite. La difficulté de ça, je rappelle, c'est que c'est en start au début de la battle round. Donc si par exemple vous êtes tour 1 et vous ne savez pas si c'est vous qui commencez ou pas, ça peut être assez délicat d'attribuer ces dés ou pas. Souvent, vous allez vouloir avoir une unité sûre à 100% qui en prend un, et ensuite une deuxième pour faire des tactiques ou pour être létal. Et donc là, honnêtement, quand vous commencez à en donner 2, donnez-en 3, parce que ça va pas changer non plus la face du monde à ce niveau-là. Voilà, c'est mon petit retour d'expérience sur ça. Mais c'est vrai que ces règles sont fortes et très structurantes pour notre armée, mais par contre, on va dire la complexité de voilà, pouvoir on va dire, nous mettre une épine dans le pied facilement si on a mal anticipé ce que l'adversaire peut faire, ou si vraiment votre adversaire a des occurrences de règles trop fortes vis-à-vis de vous, ça va vite être frustrant. Alors maintenant, on va regarder ensemble le fan, donc l'élément de décor. Je l'ai mis tout de suite ici dans l'index parce que je considère que c'est un outil clé à part entière du BT, et vous êtes obligé de jouer avec le fan. Autant il y a certaines armées où les décors sont un peu plus anecdotiques. Là, la puissance de ce dernier est trop importante pour être négligée. Je ne peux que vous conseiller d'essayer de le mettre de manière agressive, même si c'est 10 PV en CV carte ou R6. C'est fragile sans trop l'être, et les bonus que vous octroie ce dernier sont très importants. En effet, ça peut faire un tremplin pour votre adversaire pour venir sauter dessus, mais essayez de le mettre en avant pour pouvoir bénéficier un maximum de ces bonus. Qu'est-ce que nous dit le fan? Alors, il y a la règle cover et impassable, donc vous ne pourrez pas finir dessus, ça c'est pas bien grave. Cover, partez du principe que, vu qu'il y a une grande empreinte en sol, s'il y a des tirs qui passent dedans, vous aurez le moins un touche, c'est toujours bon à prendre, mais on ne va pas s'en servir pour ça. On va s'en servir pour sa règle qui se fait en phase de héros, votre phase de héros. Et donc, vous allez prendre une unité d'unité Slaanesh entièrement à 12, et vous allez pouvoir lui allouer des 3 blessures mortelles. Ces blessures ne peuvent être protégées ou wardées sous aucune forme. C'est, entre guillemets, on va dire, dommageable, mais en fait, pas tant que ça, parce que vous allez voir que on va jouer autour, on va bénéficier de cette règle un maximum, des 3 blessures mortelles. Et qu'est-ce qu'on gagne pour des 3 blessures mortelles? Et ben, on peut choisir l'un des bonus suivants.
+1 pour les jets de blessures pour les armes de corps à corps seulement. Donc très, très intéressant sur, on va dire, toute votre BT, à part bien sûr les archers, car vous blessez principalement à 4, donc pouvoir blesser à 3 sur votre unité de cavalerie qui va avoir course et charge parce qu'il va être en euphorie, qui se blesse sur le décor, vu que vous avez 4 points de vie ou 3 points de vie, normalement vous en perdez pas de modèle. Et vous allez être en +1 bless qui est vraiment top. Même les piétons qui sont un peu plus lents dans une phase un peu plus défensif, vous allez pouvoir les buffer facilement comme ça, c'est vraiment top. C'est une bonne règle. Les keepers en bénéficieront aussi. Il n'y a que Gluto qui ne pourra pas en bénéficier, mais même Sigvald, voilà, ils pourront en bénéficier. C'est un peu plus chiant sur lui parce que les points de vie de Sigvald sont assez chers en soi, mais voilà, vous allez pouvoir comme ça toujours essayer d'avoir des unités entièrement à 12 du décor pour pouvoir avoir ce bonus-là quand vous souhaitez combattre. C'est vraiment beau. Vous avez aussi sinon +1 course, +1 charge. Donc là, bah, j'ai pas de dessin à vous faire. Le moment où vous voulez all-in, vous pouvez le faire, sans compter que souvent ça sera sur des unités qui sont en euphorie et donc qui ont course et charge. Donc voilà, ça démultiplie votre phase de mouvement, c'est vraiment exceptionnel. Et le dernier qu'il ne faut surtout pas, on va dire, oublier, qui est le +1 lancement de sort et unbinding pour le lanceur. Donc ça, c'est très très fort. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de sorciers de niveau 2 qui vont comme ça prendre des 3 blessures mortelles et lancer leur sort à +1. On n'a aucun lancement amélioré à ce niveau-là, donc on va tout le temps aller chercher ce truc-là, notamment au début sur le tour 1, sur le tour 2. Et en plus de ça, vous avez +1 sur Unbind. Et les +1 sur le Unbind sont extrêmement rares dans le jeu. Il y a très très peu d'unités qui a ça. Et donc ce bonus serait jusqu'au début de votre prochaine phase de héros. Donc si vous êtes joueur 1, vous lancez vos sorts à +1, votre adversaire il paye son PC, il a -1 sur son lancement, et vous avez encore fait encore +1 pour dissiper son sort, c'est assez fort. Et au tour adverse, vous aurez quand même votre +1 sur la dissipation, donc vraiment exceptionnel point de règle. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre le fan en avance dans votre territoire pour pouvoir essayer d'en bénéficier au tour 1, au tour 2, voire au tour 3 de ces bonus-là. Très bon pour vous lancer des sorts persistants, vous lancez vos sorts et ainsi de suite. C'est vraiment, je trouve, un super outil. Sur mes premières parties, je me rendais pas trop compte de l'importance de cette règle-là, mais en fait, Hedonic of Slaanesh, je vous l'ai dit, je vous le rappelle, c'est une succession de petites règles empilées qui vont améliorer vos War Scrolls, qui sont très faibles de base. Et donc là, en fait, avoir des sorciers de niveau 2 avec plusieurs lancements, plus un disciple, ça commence déjà à casser les couilles à votre adversaire. Et vous allez voir qu'on va avoir d'autres choses pour aller dans ce sens-là. Alors maintenant, on va passer aux sous-factions. Donc 4 sous-factions comme dans tous les index. Chez Hedonic of Slaanesh, malheureusement, entre guillemets, tout est de la merde. Donc on va passer rapidement dessus. Vous en avez une par catégorie, donc une pour les Symbarites infanterie. Donc là, c'est que les mortels infanterie, donc la cavalerie n'en bénéficiera pas. Plus un touche quand votre unité est blessée ou avoir un modèle en moins, qui a moins de modèles dedans. Donc là, on comprend tout de suite, avec le décor, le fan, vous faites des 3 blessures mortelles dans vos archers, par exemple. Vous gagnez un plus un touche, qui fait que vous n'avez pas besoin de, comment ça s'appelle, payer des attaques en règle. Malheureusement, le plus un bless ne s'applique qu'au corps à corps, donc vous ne pourrez pas faire ce combo-là. Mais c'est intéressant pour gagner des PC, entre guillemets, de perdre un ou deux modèles. Ça fonctionne correctement, on va dire, sur l'infanterie qui a 2 PV, donc vous perdrez peut-être un modèle, et vous aurez en plus un touche, plus un bless. Honnêtement, c'est correct, c'est pas exceptionnel. Voilà, c'est ça, on va dire qu'on a vu mieux. La Seeker Cavalerie, celle-là, c'est pour les cavaleries de Lithos la Neige. Donc là, par chance, vous n'avez pas le mot-clé de mortal ou démon. Donc là, toute votre cavalerie pourra en bénéficier. Je pense que c'est celle qu'on jouera le plus souvent, notamment quand on a une ou deux unités de cavalerie directement, parce que votre cave a plus d'un dégât quand elle charge. Et du coup, d'avoir retreat and charge sur votre cavalerie qui ne prendra pas le blessure mortel d'avoir retreat, c'est très fort. Voilà, il n'y a pas plus à dire. La suivante, la jaune, Epicurian Reveal. Donc là, ça vous permet de faire, ça cible que les démons. Et quand ils font un rallye avec 9 dés au lieu de 6. Bon, bah pareil, c'est construction de lit sur les démons. C'est intéressant pour ramener des démonettes. Elles ont musiciens, elles ont l'étendard, elles ont tout ça. Donc, vous lancerez d'idées. Sinon, bon, sur les films, ça vous permettra de soigner par-ci, par-là. Les héros, c'est pas mal, hein. Quand vos héros démons commencent à lancer 9 dés pour faire du ralliement, vous montez 4-5 points de vie, c'est cool. Mais bon, c'est pas non plus game breaker.
Et la dernière, Supreme Simbarit, vous dit que vos unités qui sont engagées avec vos propres héros, donc faut pas être unité héros, vous allez augmenter votre OC de 3. Cependant, Slaanesh est extrêmement fragile, c'est une armée glace canon. Vous ne jouez pas sur l'OC, vous avez quelques unités tanky, mais c'est vraiment une construction de build autour de ça. Et voilà, je suis pas convaincu à fond. Donc pour l'avoir testé, souvent il y a pas, c'est pas exceptionnel. Et vous allez voir que vous avez d'autres manières de gagner de l'OC, donc vous n'aurez pas besoin de ça. Donc là, on a les traits héroïques et les artefacts de puissance. Gros regret vraiment de ma part pour l'ensemble de tout ça, car on va dire que la rédaction est faite vraiment pour des keepers. Il n'y a rien qui va aller sur vos petits héros, et vos petits héros, bah, vous allez souvent vouloir en jouer un, et si vous ne jouez pas de keepers, parce que vous jouez des personnages nommés, et ben vous allez vous retrouver à mettre des saloperies de traits d'artefacts sur des sorciers qui n'en ont rien à foutre. Et donc, en fait, je trouve que c'est des valeurs perdues. Donc, c'est très, très dommage de ce côté-là. Par contre, si vous jouez un keeper, c'est très intéressant. Donner euphorique à un héros quand il a tué un autre héros, c'est très limité, comme je vous dis. À part un keeper, les autres ne le feront jamais. Mais ça vous évite de gagner un dé, c'est bien. Après, on a peut-être aimé une occurrence de si le héros tue quelque chose, il peut donner euphorique à une autre unité, pas spécialement à lui. Voilà, c'est sous condition. Je frappe en premier quand vous faites un 8+, bah pareil, c'est très bien sur un keeper. Sur les autres héros, vous en foutez complètement. Donc voilà, une fois de plus, 8+, c'est toujours Gumball. Et le Strong Alone, plus un hit, plus un bless, quand vous êtes tout seul, quoi, donc il n'y a pas d'allié à 6 pouces, c'est très très bien sur un keeper, mais sur le reste, c'est anecdotique. C'est vraiment dommage. On aurait peut-être aimé avoir un artefact pour magicien, un artefact pour combattant et un artefact support, contre héroïque support. Là, c'est tout pour un keeper, donc voilà, c'est triste. Et alors pour les artefacts, on va dire que ça va être dans le même sens. C'est pas tout le monde qui a envie de porter tout ça. Cependant, il y a des trucs qui sont, on va dire, corrects. Le tout premier, le violet, que je vais traiter tout de suite, le soin de 3, c'est très bien sur les keepers, sur les petits héros, vous en avez 3, c'est anecdotique. Vous avez 5 ou 6 points de vie. Souvent, vous serez mort avant, donc on va pas passer plus de temps dessus. Les deux rouges, c'est des once par, une fois par partie, once par battle. En phase de combat, ceux-là, ils sont très très bons. Cependant, ils sont, on va dire, sous condition de vous être préparé dessus. Donc, le plus une attaque à une unité non héros entièrement à 12 du porteur, c'est très très bien sur un pack de démonettes. Beaucoup plus faible sur les autres unités du BT, parce qu'en fait, bah, vous avez 4, 5 attaques, 3, 4, 5 attaques des fois par modèle. Quand vous rajoutez plus une attaque sur ça, mathématiquement, je veux dire, vous gagnez pas grand-chose, surtout que le setup entièrement à 12, on aurait aimé mettre sur des héros, sur des keepers, des choses comme ça, on peut pas, donc c'est trop encadré, c'est assez chiant. Par contre, un pack de démonettes va très très bien prendre ça, parce que là, vous rajoutez 10 ou 20 attaques, c'est plutôt bon. Et l'autre artefact qui vous dit que vous soustrayez aux caractéristiques d'armes pour les unités engagées avec le porteur, ça c'est bon, de manière générale, parce que même un keeper peut le porter, votre petit sorcier, voleur of Pain, Sword of Pain, n'importe qui peut le porter. Votre adversaire va devoir prendre en compte le fait que sur une phase de combat, si il vous engage votre porteur, il aura moins une attaque, et vous allez voir qu'il y a d'autres combinaisons de moins une attaque, et donc vous pouvez monter à moins 3 attaques sous condition, si vous positionnez très bien votre héros. Donc moi, ça c'est mon petit coup de cœur, j'aime beaucoup prendre celui-ci, pour pouvoir vraiment forcer mon adversaire à devoir faire des choix en conséquence. Sinon, les autres, je les trouve beaucoup trop contraignants pour pouvoir faire quelque chose de fiable. Donc souvent, moi, je suis en charge à 8, frappe en premier, et le moins une attaque. Alors, concernant les domaines de sorts, 3 sorts comme dans tous les index. Le premier, Sadistic Spite, qui est le sort en illimité. Heureusement qu'il est en illimité, parce qu'on va vouloir le lancer un maximum de fois. L'intérêt de ce sort, c'est qu'il n'a aucune portée, il suffit de voir l'unité pour pouvoir le lancer. Donc ça, c'est très bien, vous n'avez pas encadré à des putains de bulles de merde, heureusement. Et qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous dit que vous allez transformer vos crit to hit de l'euphorie en mortal wound. Crit mortal, je veux dire. Donc les 6 à la touche font des blessures mortelles. C'est votre fer de lance, c'est la manière dont le BT est designé. Mettre en euphorie une unité, ça c'est gratuit, entre guillemets, si vous donnez juste un des 6. Et avec ce sort qui se lance sur du 6, donc on a vu le fan sur du 5, parce qu'on va souvent prendre le plus d'un lancement de sort. Donner une unité, crit mortel.
C'est exceptionnel sur certaines unités, parce que vos démonettes, c'est 2 attaques par tête, 3 quand vous chargez, avec l'artefact éventuellement 4. S'il y a l'autre héros, 5 attaques. Tous les 6 à la touche des blessures mortelles, vous allez satelliser normalement tout ce que vous touchez. Cependant, le défaut de ça, c'est que c'est un sort, et donc, comme tous les sorts, on sait que votre adversaire peut mieux rouler que vous, avoir des meilleurs sorciers, ou vous roulez très mal, et du coup rater votre occurrence. Donc par chance, il est en illimité, et on va souvent avoir 2 sorciers pour pouvoir le lancer 2 fois. Mais voilà, c'est le petit bémol, si jamais vous ne passez pas ce sort, 1 fois ou 2 fois, vous allez vous retrouver vraiment tout nu, parce que vous n'avez pas assez de pénétration d'armure, vous blessez à 4, et donc il va être compliqué vraiment de pouvoir passer sur les grosses saves ou sur les sacs à PV qu'on rencontre actuellement dans le jeu. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez un peu choisir en effet entre le crit to hit ou le crit mortel, car sous condition, des fois, quand vous frappez des choses qui n'ont pas une sauvegarde à 5 ou 6, vous avez préféré garder le crit to hit que le crit mortel. Mais voilà, c'est l'outil qui vous permet de passer au travers des grosses unités adverses. Le sort qui se lance sur du 7 Overwhelming Acquisition, lui, vous donne plus 1 bless sur les unités ennemies. Heureusement, ça se lance à 18 pouces, donc c'est très fort, plus 1 bless, parce que comme je le dis, on est des elfes. Donc là, ça va désigner une cible, et cette dernière se retrouvera du coup affectée par. Le défaut, c'est que ça se lance sur du 7, donc il vous faut absolument passer par le fan, entre guillemets, pour fiabiliser ça. Mais c'est un très bon sort qu'on essaiera de lancer, entre guillemets, en deuxième occurrence, si on n'a pas de sort persistant à lancer. Et le dernier, Fantasmagoria, qui a été fac sur la première grosse fac du jeu, même si c'était une petite fac. Voilà, l'unité qui est maudite va, en réaction, quand elle va s'activer, vous allez pouvoir bouger de 2 des 3 pouces à ce moment-là. Cependant, ça a été fac après la phase de combat. Donc en fait, votre unité ennemie s'active, vous déclarez le Fantasmagoria, votre adversaire vous frappe dessus, et après avoir frappé, vous allez bouger de 2 des 3. Le nerf est assez conséquent, je ne sais pas si on le lancera souvent, même ça se lance sur du 5, parce que vous êtes très fragile, donc si votre adversaire vous frappe dessus, il n'y aura plus grand chose à frapper. Cependant, sous condition, on va dire que sur certains personnages, genre Blutos ou peut-être des keepers, c'est des unités pas trop tanky, si vous le lancez en phase adverse, vous vous faites charger, vous allez pouvoir comme ça vous éloigner, vous repositionner sur un objectif, ainsi de suite, mais ça rentre dans ce que je vous disais, le BT est assez tricky parce que vous avez besoin de plein de petites règles qui se coulent pour pouvoir bénéficier un maximum de toutes vos règles, et assez triste que celle-ci a été nerfée fac dans ce sens-là. Alors, l'endless spell du BT, bon, on va faire très simple. Lancement de 6, 6, 7, c'est toujours entièrement à 12 du lanceur et à plus de 9 des adversaires. C'est très triste, on aurait aimé au moins 18 pour le miroir, donc le miroir à 12, c'est assez triste qu'il se lance si peu. Et de manière générale, vos endless spells sont pas exceptionnels. On va, je pense, préférer toujours prendre les génériques actuellement, à moins qu'il y ait une rebalance de ce côté-là, parce que vous n'avez pas grand-chose à gagner. On va les regarder rapidement. Le visage, c'est le seul qui est bien, qui se lance sur du 7, parce que vous allez lancer 6 dés en phase de combat, et chaque 4+, c'est une blessure mortelle. Si vous tuez un modèle d'unité adverse, c'est frappe en dernier. Si on prend ce domaine de manifestation, ça sera spécialement pour ce sort-là, pour pouvoir mettre des frappes en dernier, si vous n'avez aucune occurrence, pour pouvoir gérer les activations, à part un personnage, mais du coup c'est une taxe. Donc pourquoi pas. Voilà, c'est le seul endless spell qui est intéressant, et au combat, voilà, ça gratte de 3 PV, c'est pas là pour ça. Le miroir, s'il se lançait à 18, pourquoi pas, mais là il se lance à 12, donc c'est assez court comme portée. Il a la même occurrence que quand des unités vont s'éloigner du miroir, ils prendront D3 blessures mortelles. Le problème, c'est qu'en fait, vu que vous ne lancez pas assez loin, souvent, si vous lancez au T1, votre adversaire va se rapprocher, ou T2, il est trop loin, vous n'avez pas touché assez d'unités, et vous pouvez, en phase de mouvement, choisir un modèle à unité à 6, lui faire des 3 blessures mortelles, et en condition, il va gagner plus un touche. Donc là, pareil, c'est assez chiant, parce que vous faites des blessures mortelles contre un bonus, et si c'est pas la bonne unité que vous voulez buffer, entre guillemets, c'est celle de votre adversaire, vous vous retrouvez rapidement à jamais utiliser cette capacité, donc encore une fois, un truc qui sert pas à grand chose, votre adversaire va pouvoir s'en servir de tremplin, et ainsi de suite. C'est très triste, j'ai trouvé les personnes très jolis, mais ils sont pas bons, tout simplement. Et alors les roues, c'est pareil, c'est pas... C'est sous condition, c'est pas exceptionnel, donc voilà.
vous embêtez pas avec ça. Si vous voulez jouer avec le miroir, vous le lancerez souvent. Pas le miroir, le visage, vous le lancerez souvent. Les autres, vraiment pour bloquer ou pour faire un repoussoir à faible, des choses comme ça, mais ils sont pas exceptionnels. On va plutôt prendre des génériques. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez souvent des sorciers de niveau 2, mais vous allez voir lancer 1 ou 2 fois le sort pour faire les crits mortels, et donc il ne vous restera pas beaucoup de lancement de sort. Alors maintenant, on va rentrer donc dans les profils d'unités. On va commencer avec tous les démons puis tous les mortels. Chalaxy, donc 490 points, c'est un beau bébé, ça coûte cher. Il faut vraiment le rentabiliser pour pouvoir, on va dire, justifier son coût en points. Qu'est-ce qui nous fait de beau? Eh ben, il a la particularité, je trouve ça intéressant. Donc, j'ai les War Masters, vous allez pouvoir prendre Any et Denitos Slanesh, donc ça c'est cool. Mais surtout, vous le prendrez parce qu'il a la capacité de faire frapper une unité 2 fois avec frappe en dernier. Donc, l'occurrence qu'on connaît très bien actuellement avec la V4. Cependant, le truc qui est un peu chiant, c'est que c'est une unité non-héros entièrement à 12. Donc, on aimerait faire frapper des keepers ou Sigval ou quoi que ce soit. Une fois de plus, c'est encadré. Donc voilà, vous savez que il vous permettra de bénéficier d'une unité avec une frappe 2 fois. C'est très très fort car vous allez pouvoir faire un deuxième peeling, frapper un héros, frapper machin truc bidule. On le prendra principalement par ça. Par chance, ce n'est pas encadré à mortal ou démon, ce sont tout et Donitos Slanesh, mais on est triste de la limitation au héros. Il a un bon profil de combattant, il n'y a pas de souci. Il a un bon profil, 14 de mouvement, 16 PV, tout ça. Cependant, moi qui joue en V3 avec en fin de version avec le double keeper, donc Chalaxy et le keeper, ils étaient très tanky parce qu'ils avaient les défenses en règle, bouclier mystique, heure de gloire, tout ça. Là, faites très très attention, 16 PV en save à 4, ward à 5, ça saute très vite, n'importe quel destar adverse vous les fracasse, donc c'est ce que je vous dis, c'est une très belle pièce, mais 490 points, c'est dur à rentabiliser de ce côté-là. Le seul élément défensif qu'il a, c'est son moins 1 touche, comme le keeper standard. Avant, il est moins 1 touche, moins 1 blaze, donc le moins 1 touche, ça va vraiment, c'est une très bonne occurrence, hein. Ça fait sauter les stats adverses, ça force des PC, toutes les unités qui touchent à 4 touchent à 5, ça, c'est très très bien, mais ça reste très fragile, donc attention à la manière dont vous le pilotez. Son sort, plus 1 touche, plus 1 blaze, plus 1 save contre les héros, sur lui 4, c'est très très bon, il n'y a rien à dire. Il garde toujours son profil anti-héros, mais voilà, ça reste un personnage qui est très fragile. Son rampage de contre-charge sur un héros, honnêtement, c'est assez difficile à mettre en place. Vos adversaires vont tourner autour, faire en sorte que ça n'arrive pas. Si jamais vous y arrivez, tant mieux, vous allez pouvoir perturber le plan de jeu de votre adversaire, mais c'est pas non plus quelque chose qui est, on va dire, très très conséquent, parce que si vous exposez votre Chalaxy, votre adversaire le chargera avec une unité avant, il fera charger son héros après, et du coup, vous ne pourrez pas contre-charger parce que vous serez déjà engagé. Et de manière générale, vous ne voulez pas non plus le perdre parce qu'il est trop fragile. C'est une belle pièce qui buffe beaucoup de choses, cependant très très dur à bien optimiser. On va peut-être préférer d'autres personnages. Moi, je l'ai testé, j'aime ce côté combattant support avec le plus le call frappe 2 fois, cependant je le trouve trop cher pour ce qu'il peut faire et sa fragilité, et le fait aussi que voilà, vous pouvez pas supporter toutes vos unités, ce sont que des unités non héros, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Alors le Keeper of Secret 440, donc c'est moins cher. Lui, on va le prendre principalement pour sa capacité à réanimer des unités Hedonite of Slanesh démon sur un 4+, en phase de héros. Donc ça, c'est une occurrence qu'on voit beaucoup. C'est extrêmement fort quand vous réussissez vos 4+, quand vous ratez vos 4+, vous êtes triste, et surtout, c'est list building. C'est-à-dire que si vous ne jouez, je pense, que 2 unités de démons en unité, on va dire, écran ou fer de lance, je ne pense pas que le Keeper se justifie. Il faut vraiment jouer un 70-80% de démons, voire 100% pour pouvoir en bénéficier un maximum. Donc un peu triste parce que c'est une pièce que j'adore, et donc si vous dites que je ne veux pas avoir mon frappe en 2 fois sur Chalaxy et que je veux pas de démon, pas de keeper, et on a vu que les artefacts, il n'y a que les keepers qui les gardaient, donc je trouve ça un peu trop cher dans cette occurrence si vous ne jouez pas de démon. Cependant, faites attention, le locus de Slanesh n'est pas bloqué à One Spartan Army, donc vous pourrez jouer 2 Keeper of Secret dans une full démon pour pouvoir animer éventuellement 2 unités par tour, ou faire 2 fois votre 4+. Donc ça, c'est plutôt positif de ce côté-là. On a vu des builds avec 2 Keepers et full démonette faire des bons résultats, donc
ça peut se construire, ça peut se prendre. Au combat, ça se débrouille correctement, il n'y a pas de souci. Gagner un dégât sur l'épée sous condition, même si c'est chiant, vous le ferez toujours parce qu'en fait, vous donnerez le bonus qui vous arrange le mieux. C'est pas votre adversaire qui choisit, donc voilà, c'est plus anecdotique. Et il a le moins un touche qui est toujours intéressant, mais malheureusement, une fois de plus, qui n'est pas suffisant. On aurait aimé peut-être pouvoir avoir comme en V3 la possibilité de choisir un équipement pour pouvoir bénéficier d'autres règles. Là, les règles sont fixes. Son sort est beaucoup mieux qu'en V3 parce que maintenant c'est basé sur l'OC de la caractéristique et pas sur le moral. Cependant, 6 pouces de lui, 3 unités maximum, c'est assez rare. On va vouloir lancer d'autres choses. Vous lancerez les crits mortels, un sort persistant, quoi que ce soit. Donc, je suis pas convaincu que son sort soit beaucoup utilisé à ce niveau-là. Alors là, on va regarder deux profils qui fonctionnent ensemble, c'est Cinessa et Dexessa, 280-240. Cinessa, de toute façon, Cinessa seul, vous ne la jouerez jamais. 280 pour un sorcier de niveau 1, c'est beaucoup trop cher pour ce qu'elle fait. Donc, réfléchissez-y même pas. Si jamais vous jouez son frère jumeau avec lui, vous retrouvez avec un sorcier de niveau 2 parce qu'il gagnera plus 1, donc ça commence à être intéressant, 280 points pour un sorcier de niveau 2, mais ça vous demande obligatoirement la taxe, et donc vous vous retrouvez avec deux personnages. Si vous vouliez pas le combattant, vous êtes obligé de le prendre pour avoir le sorcier niveau 2, et ainsi de suite. C'est une catastrophe. Donc on va vraiment espérer que les points baissent, ou que le profil change. Je vois pas pourquoi il changerait, donc on va croiser les doigts pour le profil baisse. Parce qu'en fait, juste sorcier de niveau 1, ce n'est pas suffisant. Son tir qui faisait des blessures mortelles est devenu un tir classique qui n'a pas trop d'intérêt. Son rampage moins un bless, c'est très très bien, mais c'est sur un 3+, donc ça ne suffira pas à le protéger, donc 10 PV, CA5, Croix 5, c'est très très fragile. Ils ont le défaut les deux d'être monstres et pas juste infanterie, donc vous ne pourrez même pas les protéger avec l'attention messière de la saison actuelle. La capacité de monter l'OC ou de la diminuer, c'est anecdotique. Et son sort, plus un touche, plus un bless sur unité de visible de héros, c'est très bien. Cependant, c'est que melee weapon. Donc ça marchera pas au tir, donc vous n'allez pas pouvoir faire de trucs qui se coulent avec. Et vu qu'il n'est que sorcier de niveau 1 s'il n'a pas son frère, c'est pas ce sort-là que vous allez lancer. Donc c'est beaucoup beaucoup trop cher, il n'y a rien qui va sur ce profil. Dès que c'est ça, tous, alors avec son frère, le magicien, pourquoi pas, parce que il va gagner moins un touche, donc c'est bien, mais ça sera pas non plus suffisant pour pouvoir le protéger, ce qui est très fragile. Par contre, il peut s'entendre tout seul, car il a la capacité, c'est son rampage, quand il charge, de choisir des 3, on aurait mis 3, c'est toujours chiant, mais bon, et de la neige démon entièrement à 12 de lui. Donc là, on comprend tout de suite le combo, parce qu'on va leur donner plus une attaque. Et donc, à ce niveau-là, vous allez vouloir faire charger un pack ou 2 packs de démonettes, ou peut-être des seekers, et le faire charger lui pour pouvoir donner le plus d'une attaque. C'est un super bonus. Cependant, c'est contraint en fait que vous ayez chargé, donc ça ne marchera entre guillemets que à votre tour, à moins que vous fassiez contrecharger. Et c'est des 3 unités entièrement à 12. Vous avez des BT qui font ça auto à 12. Voilà, il n'y a rien de plus. Donc là, voilà. C'est sous condition. En tout cas, si jamais la condition se répond, il peut s'entendre de le jouer seul sans son frère avec des builds full démonettes pour pouvoir les magnifier. Mais sans ça, c'est dommage que ce personnage-là buffe que les démons. Ça réduit les constructions de liste et ainsi de suite. Surtout qu'ils sont War Master, donc ils peuvent prendre plusieurs occurrences. C'est vraiment dommage. Sa capacité de retrait de charge, c'est bien, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Et le fait de bénéficier, on va dire, de plus d'attaques, c'est bien aussi, mais bon, voilà, c'est des personnages, j'ai détesté, qui ont du mal à rester très longtemps engagés. Votre adversaire vous rentre dedans, il vous lave en une fois, voilà, point barre. Alors le personnage suivant, c'est Silex. Donc Silex, la pépite de la V3. V4, là, malheureusement, nous n'avons, comment dire, pas cette chance. 250 points, je trouve ça trop cher pour un sorcier de niveau 1. En fait, il a le défaut parce qu'il fait tout et il fait rien. Donc, qu'est-ce qui justifie ces 250 points? Je pense c'est le fait qu'il est à la fois démon et Symbarel. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de tout type de bonus vis-à-vis de lui. Malheureusement, son équilibre qui donnait plus un touche, plus un bless est devenu anecdotique parce que là, vous allez donner des attaque en règle d'un côté et une défense en règle de l'autre, donc ça vous demande un setup très précis. Le fait qu'il faut qu'il soit entièrement à 12 de lui, pour moi, je pense que cette règle est intéressante sous condition
qu'il coûte beaucoup moins cher parce qu'en fait, là, c'est vraiment trop cher par rapport à ce qu'il fait. Heureusement, ces armes ne sont pas compagnons, donc il va pouvoir bénéficier de l'euphorie, de toutes ces choses-là. C'est intéressant, mais aujourd'hui, tout coûte cher et donc je ne pense pas que son profil justifie son coût en points. Cependant, si vous l'avez, testez-le parce que son sort qui sont sur du set qui empêche les ordres, c'est assez intéressant dans la saison actuelle. Bloquer une compagnie d'archers de pouvoir tirer en phase adverse, c'est top. Bloquer un redéploiement, une contre-charge, un truc là, vraiment c'est top. Donc c'est un super sort. Le seul défaut, c'est que c'est jusqu'à la fin du tour, donc vous ne pourrez pas le lancer 2 fois et bloquer 2 unités comme ça. Alors le personnage suivant, c'est l'Épitome. Pareil, tant qu'il restera à ce coup en point, je pense qu'on ne le verra pas. Je l'ai testé, 200 points pour un sorcier de niveau 1, c'est horrible, c'est beaucoup trop cher, même s'il a 7 PV. Son profil de close, on s'en fout parce qu'en fait, il n'est pas là pour ça. On a des unités qui font pour 200 points beaucoup mieux et sa capacité à pouvoir gagner un niveau de sorcier est tellement conditionnelle que souvent c'est trop compliqué en fait. Donc vous embêtez pas avec ça, à moins qu'il baisse ou qu'il passe au sorcier niveau 2 directement, on n'en verra pas beaucoup des miroirs et on n'ira pas vers lui principalement. Alors là, Harpies, 100 points, même si elle en valait 50, je pense qu'on la prendrait pas. Elle vous prend un slot de héros, vous pouvez le mettre avec d'autres petits héros, quoi que ce soit, mais mauvais profil de tir, mauvaise capacité, donc on passe à la suite. Alors là, on a le masque, donc le masque, personnage nommé, très très intéressant. Une fois de plus, c'est un outil qui est très dur à utiliser, parce qu'en fait, au setup, quand vous allez le placer en zone de déploiement, vous allez le retirer, donc vous le placez une première fois, vous le retirez, et vous le replacez où vous voulez sur le champ de bataille, à plus de 3 de vos adversaires. Donc ça va vous demander, entre guillemets, soit de le mettre seul dans un bataillon pour pouvoir le placer quand vous voulez, parce que si vous le placez trop tôt, vous n'aurez pas d'intérêt à le replacer sur le champ de bataille, parce que c'est pas avant que la partie commence, sur le moment où vous le déployez. Mais en tout cas, vous allez pouvoir punir votre adversaire de déploiement raté. Vous le mettez où vous voulez sur le champ de bataille, donc vous allez pouvoir potentiellement vous prendre un objectif directement ou le faire contester un objectif. C'est une super pièce. Moi, j'adore le jouer quand j'ai les points pour le rentrer. Il va pouvoir, comme d'hab, se soigner de 3 ou augmenter de 3 ses attaques. C'est un bon profil. C'est juste dommage qu'il blesse à 4. On n'a plus l'heure de gloire pour le faire blesser à 3, donc voilà. Il est moins intéressant qu'en V4, qu'en V3 à cause de ça, mais en tout cas, ça va forcer votre adversaire, si jamais vous êtes plus populeux que lui au niveau de pause, à se dire mince, qu'est-ce que j'avais prévu au début? Parce que là, ma tactique peut rater. Si je laisse commencer mon adversaire, il est dans mes choux. Si jamais c'est moi qui commence et que ce personnage est à côté de mon dispositif ou à côté d'un héros ou d'un décor, il peut contrecharger. Donc voilà, c'est pas facile à prendre en main. Je vous conseille de faire plusieurs parties, faire des tests très agressifs, très défensifs, et ainsi de suite. Mais c'est un super héros. Alors là, on a les chars, donc le héros et les 2 autres chars. Pour faire ça, vous les jouerez pas parce qu'en fait, ça coûte trop cher. Le héros buff les autres chars, cependant, vous avez donné qu'une seule attaque sur des modèles qui sont compagnons, donc vous ne pouvez pas modifier. Ça n'a rien de bon. Les petits BM, les petits machins, c'est anecdotique. C'est une unité que Games n'a jamais réussi à équilibrer. Je pense qu'ils en ont rien à foutre. Ça va sûrement repartir sous Battle en plus de merde. Donc vous embêtez pas à en jouer, vous embêtez pas à en acheter, à moins que ça descende vraiment drastiquement en points. Avant, vous pouviez les renforcer, les chars, maintenant on ne peut pas renforcer un modèle qui est unique. Vous ne pouvez même pas les ramener à la vie avec le Keeper, parce que c'est 3 modèles ou plus. Donc vous embêtez pas. Alors là, on arrive au Démonet. Donc Démonet, c'est l'une des meilleures unités de votre BT. Pourquoi? Car vous avez 2 attaques par tête, ça joue par 10, ça vous fait du coup 21 attaques avec le champion. Quand vous chargez 31 attaques, qui va très très bien prendre les 6 à la touche, font 2 touches, et très très bien prendre les 6 à la touche, font des blessures mortelles. Vous pouvez monter, on l'a vu, si Sinessa ou Dexessa, je sais plus, est engagé à charger, je veux dire, monter à 4 attaques. Si vous utilisez l'artefact plus une attaque, 5 attaques. Si vous jouez le keeper nommé frappé 2 fois, donc voilà, c'est une grosse occurrence de dégâts. Cependant, attention, si vous les faites frapper 2 fois avec le grand Chalaxy, malheureusement, ça en frappe en dernier, et vu comment vous êtes fragile, tout le monde va vous casser la gueule. Ce n'est pas la save à 6 avec la ward à 6 qui va vous faire tanker. Et le défaut de cette unité aussi, c'est qu'en fait, tout est conditionné à ce combo de je mets euphorique
mon unité de démonette et je lui passe le sort pour faire des 6. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de faire le setup parfait d'un pack de 20 qui charge en euphorie et de faire que 4-6 sur mes 50 attaques car j'ai pas bien roulé. Et si jamais cela vous arrive, bah, vous allez perdre énormément en létalité. Donc c'est vraiment la complexité de Slaanesh, c'est cet empilement de règles qui fait que si jamais ça roule mal, ce n'est pas fiable. Mais en tout cas, c'est votre meilleur fer de lance. Moi, je vous conseille de prendre au moins un pack de 20 dans toutes les listes, car c'est autonome, vous leur mettez euphorique, ça bouge de 6 courses et charges, et si vous avez réussi à passer votre sort, ça fera beaucoup de dégâts. Cependant, si ça se fait toucher en premier, ça se fait détruire, donc un bon outil à voilà, c'est très chirurgical à bien utiliser. Après, une liste avec 2 keepers et que des démonettes, ça s'entend complètement, même si vous en perdez, c'est pas grave, vous les remontrez à la vie, et ainsi de suite. Donc là, on va voir maintenant le profil des Finns. C'est un modèle que j'adore, mais pareil, Games, ils n'ont jamais su les équilibrer. Donc là, ils ont la règle de merde des bêtes, donc vous ne pourrez pas contester d'objectifs avec, vous ne saurez que 1 sur les objectifs. Vous n'avez aucune occurrence pour les soustraire. Heureusement, les keepers vont pouvoir vous les ramener à la vie. Moi, je vous conseille de les jouer que par 3, pas par 6, parce que malheureusement, c'est compagnon. Donc vous ne pouvez pas leur donner Euphory Killer, vous ne pourrez pas, voilà, il n'y a rien qui va dessus, c'est très très triste. Ils ont perdu toutes les règles Kiss Cool qu'ils avaient, de moins 1 touche, moins 1 bless, et ainsi de suite. Là, la seule règle qu'ils ont, c'est moins 1 lancement de sort au sorcier à 12. C'est très fort, cette règle. Cependant, il va falloir les amener à 12, et bah, vous bougez que de 10. Vous avez ces socles en gélules qui sont facilement attrapables. Au corps à corps, c'est pas exceptionnel. Moi, je suis triste pour cette unité, et en plus de ça, ils ont une super règle qui, sur un 4+, vous mettez frappe en dernier à l'unité en face, sauf que c'est One Spartan Army, donc vous pouvez même pas vous payer le luxe de les jouer 2-3 en cordon pour faire ça, donc 2 unités maximum en cordon, vu que vous êtes en gélule, pour pouvoir encaisser des charges, mais des frappes en dernier, c'est intéressant. Ça ne peut pas tenir un objectif chez vous si vous êtes océan, donc un mec met un pied dessus, il le reprend, et c'est pas assez fort pour être un fer de lance joué par 6, ainsi de suite. J'ai du mal sur cette unité, 150, je trouve ça trop cher, faudrait que ça baisse en coût en points. Ils ont trop perdu pour être aussi beau qu'avant, et c'est dommage, j'adore cette unité. Alors là, on a les Seekers, ça a toujours été une unité qui avait un peu de mal à trouver sa place parce qu'elle était très rapide, mais tapait pas assez bien, ainsi de suite. Là, aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure version qu'on peut avoir. Alors oui, ils ont perdu leur course avec 2d6, cependant, là, quand vous allez courir, vous êtes très stable parce que vous courez minimum sur votre jet à 4. Donc c'est très bien à ce niveau-là pour prendre l'euphorie, et du coup, vu bouger 12, vous savez que vous bougez minimum de 16 et qu'ensuite vous allez pouvoir charger. Ils ont la règle marrante anti-cavalerie, je ne sais pas trop pourquoi, mais on le prend, et 3 attaques par tête de pipe, donc ça sature bien. Typiquement avec un euphorie et les crits mortels, ça peut faire des blagues, c'est assez sympa. Si ça peut aller choper un petit héros, quoi que ce soit, vous pouvez faire des cordons avec, c'est très bien. C'est sacrifiable parce que le keeper peut les ramener, vous en ramènerez 3 sur 5. Je pense pas qu'on les joue renforcés, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est des bonnes unités satellites pour faire les tactiques, parce que ça bouge très vite, et leur règle c'est un passif, donc c'est pas One Spartan Army ou je ne sais quoi, donc 2 packs de 5, ça s'entend très bien pour pouvoir vous assurer voilà, les tactiques, chasser les petits héros, chasser les petites unités, et en plus, ils se payent le luxe d'être passé à 3 PV tête, donc on est très content que ça, et une save à 5 comparé aux démoniaques qui sont save à 6, donc c'est un peu plus tanky, ça tape moins fort, mais c'est un rôle défini, et on aime ça. Alors maintenant que les démons c'est fait, on va pouvoir passer aux mortels. Le premier mortel, Blutos. Quand j'ai vu le profil, moi j'ai tout de suite crié un peu aïe. Pourquoi? Parce qu'on est passé à 18 PV en save à 4. On a conservé la ward à 5 de base, cependant maintenant il bouge de 8, donc ça c'est très bien d'avoir un personnage avec un gros socle comme ça qui va pouvoir, on va dire, entre guillemets, beaucoup plus facilement s'exprimer. Il est War Machine, ce qui est une très bonne règle, car bah, il y a très peu d'occurrences qui viennent dégrader la pénétration sur les War Machines, et il est War Master, vous allez pouvoir prendre beaucoup de gens avec lui, c'est vraiment cool. Il a conservé son sorcier de niveau 2, cependant il a perdu son +1 au lancement de sort, mais vous avez vu, on va pouvoir le gagner avec le fan, ce qui est très bien. Et qu'est-ce qui va rendre ce personnage très fort et pourquoi on va le prendre? Alors déjà, c'est horrible que tous ces profils soient compagnons, c'est très triste sur ça, mais bon, pour l'avoir joué, c'est une super pièce parce qu'en fait, vous allez gagner chaque round
des bonus, et les bonus sont loin d'être anecdotiques. Tour 1, vous avez plus un course, plus un charge. Donc quand vous allez commencer votre jet de course ou votre jet de charge entièrement à 12 de lui, et vu qu'il bouge de 8, il va pouvoir accompagner vos unités, fiabiliser votre jet de charge. Il est très très bon aussi à la contre-charge, parce que vous gagnez plus 1 de charge à la contre-charge. N'oubliez pas que le fan vous donne aussi plus un course, plus un charge, donc potentiellement vous pouvez avoir Glutos, voire une autre unité, en plus de course, plus de charge. C'est très très fort. Votre adversaire, potentiellement, même si vous lui expliquez, ne peut pas se rendre compte un peu de ce bonus-là, et avec l'expérience, vous verrez que c'est exceptionnel d'accompagner ces bonus-là. Attention, cependant, ces bonus-là s'appliquent qu'aux unités Symbarel, donc que les mortels. On comprend, les démons buffent les démons, les mortels buffent les mortels. Je trouve ça très dommage, parce qu'en fait, ça vous force à faire des compositions de liste, entre guillemets. J'aurais préféré, dans un BT aussi exotique que Slaanesh, avoir un mix de tout, mais c'est la vie. Le deuxième tour, vous allez avoir plus 3 dossés aux unités Silmaril entièrement à 12 de Glutos. Ça peut sembler complètement anecdotique, mais ça l'est pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il va passer de OC5 à OC8, donc très peu d'unités vont pouvoir venir reprendre un objectif dessus. Ils buffent très très bien les Tyros, notamment Sigval qui va passer OC5, et vos unités mortels aussi qui vont en bénéficier, parce que vous allez souvent vouloir jouer en bulle autour de lui, et ce petit point de règle est très très fort pour pouvoir emmerder votre adversaire et conserver des objectifs, parce que là vous pouvez vous permettre de les conserver avec la tankiness de Glutos. Tour 3, plus un touche pour les jets, pour les attaques des unités. Donc là, ce n'est pas précisé mêlée ou tir, donc ça marche pour tout le monde, donc on est très très content pour les archers. Lui, on n'en bénéficiera pas. Et tour 4, plus un reine sur les melee weapons. Donc si on arrive jusqu'au tour 4 avec des unités, des Slaanesh, c'est top. Souvent, il vous restera plus grand chose, mais en tout cas, c'est une très bonne règle, parce qu'on manque de pénétration d'armure dans l'armée. En plus de ça, vous allez pouvoir soigner unité mortelle entièrement à 12 de lui compris, hein, tous les tours. Donc en fait, le combo, c'est Glutos prend les D3 blessures mortelles dans sa gueule, il se soigne de 6, donc c'est comme s'il n'avait rien pris, et il est très très fort pour accompagner Sigval, parce que Sigval, vous allez voir son profil, il est assez tanky aujourd'hui, parce qu'il a conservé sa ward à 4, et du coup, donner plus 3 dossiers à Sigval, soigner Sigval de 6, tous les tours, ça rend les deux un duo infernal. Moi vraiment, j'adore les jouer ensemble, c'est très très fort, surtout que Sigval, il va bénéficier, même si ça ne modifie pas son nombre d'attaques, mais il va bénéficier du plus un course, plus un charge. Sigval est un très bon porteur de la règle, les 6 à la touche font 2 touches, donc c'est vraiment un bon duo. Et ce qui rend Glutos très très fort aussi, c'est son sort. Je l'ai subi sur une partie, c'est horrible, c'est-à-dire vous divisez par 2 la course, le mouvement et la charge de votre adversaire. Ça, si vous arrivez à le passer à votre tour et au tour adverse, parce que c'est jusqu'au prochaine phase de héros, en fait, vous pouvez nullifier des Death Star ennemis, et ça se lance à 18. Donc on va pas hésiter à mettre Glutos devant, accompagner quelques potes pour le protéger, lancer le sort, les crits mortels, et ensuite lancer ce sort-là sur une unité ennemie, et au tour adverse, on paye le PC, et on le relance. De toute façon, on a toujours plus 1 à votre tour, parce que le fan, c'est jusqu'à la prochaine phase de héros, et ensuite on se soigne, et ainsi de suite. Vraiment, je vous conseille de jouer Glutos, c'est fun à jouer, c'est facile à jouer, et c'est une pièce très très forte à ce niveau-là. Donc je vous parlais de Sigval. Sigval, c'était pour moi un personnage que je trouve magnifique, qui a toujours eu du mal à trouver sa place, on va dire, en V3. Aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure version, parce que grâce à l'euphorie, il a course et charge. Et vu qu'il bouge que de 6, et ben c'est très lent. Donc on y va bouger de 6, il va prendre 5 courses et charge avec son PC ou pas son PC. À côté de Glutos, plus un course, plus un charge. Et éventuellement, si on est un peu joueur, le décor pour prendre des 3 blessures mortelles, plus un course, plus un charge, et vous vous retrouvez à plus de course, plus de charge avec ce beau bébé. Il a conservé sa règle de je passe au travers les wards ennemis, donc pas de jet ward de protection sur son épée. C'est très fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'occurrences de bodyguard qui donnent une ward à 4 ou une ward à 5 à 2 unités. Lui, il va pouvoir passer au travers de toutes les grosses pièces dans le jeu qui ont gagné des wards à 5 natifs, Archaon, Teclis, tous les démons majeurs, les démons rats et tout. Donc c'est vraiment une bonne pièce. 260, je trouve ça cher, mais on s'en plaint pas trop. On aimerait que ça soit 230, 210, mais il a conservé sa ward à 4 avec sa save à 3, et surtout 7 PV, donc c'est tanky, vraiment tanky.
et Glutos, vous allez le prendre avec, il va le soigner de 6 et ainsi de suite. Et il se paye le luxe de, pourquoi c'est pas le luxe, mais bon, c'est sa règle. Si vous faites un jet de charge de 6 ou plus, vous prenez la valeur de charge en tant que nombre d'attaques que vous avez, donc ça n'a pas changé. Cependant, c'est un jet de charge non modifié, donc le plus 1 plus 2 de Glutos ne s'applique pas. C'est dommage parce qu'on n'a pas de charge à 3d6. Si on avait une charge à 3d6, ça serait exceptionnel. Là, ça reste quand même bon, mais on aurait peut-être aimé ce petit côté qui se coule, plus 1, plus 2, de bénéficier de toute l'entièreté de nos règles. Mais bon, en tout cas, dès que vous allez pouvoir passer votre charge à 6, 7, 8, voire plus, il a un bon profil, hein. 2 plus, 3 plus, moins de 2. On aurait aimé le contraire, 3 plus, 2 plus, mais bon, c'est comme ça, parce qu'on n'a rien pour vraiment améliorer ce plus 1 baisse, vous l'avez compris, on a le fan, mais on va préférer le plus 1 course, plus 1 charge, et le sort, mais vous avez vu, on a d'autres choses à lancer, donc c'est pas tout le temps qu'on va pouvoir lancer le sort à ce niveau-là. En tout cas, c'est la meilleure version actuellement pour pouvoir jouer. Moi, je le joue toujours en combo avec Glutos, parce que les deux fonctionnent très très bien ensemble. Et par contre, il a la particularité d'être War Master, donc il peut très très bien, si jamais vous faites un full mortel, accompagner avec lui des démons et ainsi de suite, genre 10 démonais, des choses comme ça, pour la construction de liste, il aide beaucoup aussi à ce niveau-là, donc pensez-y, c'est plutôt bon. Ensuite, on a la Shard Shipper. Donc la Shard Shipper, c'est votre meilleur sorcier du BT, de l'index. Pourquoi? Parce que c'est 130 points. C'est 10 points de plus que les autres sorciers dans notre jeu, je veux dire. Mais elle a une ward assise de base. Et ce qui la rend surtout très très forte, c'est que vous allez pouvoir, en phase de tir, que à la vôtre, choisir une unité ennemie à 8 pouces, et sur un 4+, lui soustraire un jet de sauvegarde jusqu'à votre prochaine phase de héros. Et honnêtement, par exemple, Glutos, Sifal et elle, ça marche très bien parce que vous avez deux personnages nommés, donc c'est elle qui va porter les traits de co et les artefacts. Elle va accompagner vos unités pour pouvoir lancer toujours vos sorts et surtout pouvoir mettre ce -1 de save jusqu'à votre prochaine phase de héros. Donc vous savez que le -1 de save aujourd'hui, vu que votre armée n'a que 1 de PA de manière générale, c'est très très fort, surtout que ça s'applique aussi aux tiers, donc vos archers vont pouvoir en bénéficier, ainsi de suite. C'est un 4+, on est d'accord, c'est Gumball, mais on le prend parce que c'est le sorcier le moins cher, c'est elle qui va porter vos artefacts. Moi j'adore la jouer avec l'artefact -1 attaque à côté de Glutos, en accompagné des Singbarrel Twin Soul qui mettent -1 attaque aussi, et dans l'Honored Guard, -1 attaque à côté de Glutos. Comme ça, vous pouvez potentiellement mettre -3 attaques, et ça vous fait comme ça une grosse masse de PV qui se balade. Elle va prendre aussi le +3 d'OC, donc passer un OC5 à côté de Glutos. C'est vraiment un super combo comme ça. C'est un petit socle, elle est protégée virtuellement du tir. Votre adversaire n'a pas spécialement envie de tirer dessus ou venir s'emmerder à la chercher parce que bah voilà, à part le -1 save, elle fait pas grand-chose d'autre, mais moi j'en joue souvent, j'essaie de toujours en prendre une parce que quand ce 4+ passe, c'est un très très bon bonus pour l'armée. Voilà. Après, elle se paye le luxe, si elle lance un sort, vous pouvez utiliser le compagnon, bon, on s'en fout, elle combat pas, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Et on la prendra aussi parce que voilà, elle va lancer souvent le sort Crit to Hit en crit mortel, elle est là pour ça et elle le fera bien. Alors maintenant, nous avons le Lord of Hubris. 160, c'est très cher pour son body. Sa règle de merde en mode une unité de Painbringer ou une Tweed Soul fera des blessures mortelles quand ils mourront. Alors, ça n'a rien à foutre, c'est complètement un schiste règle. Pourquoi est-ce qu'on prendra ce personnage-là? On le prendra tout simplement pour accompagner vos unités, et la règle, frappez-moi en premier, j'insiste, car vous allez casser le séquencement d'attaque, forcer votre adversaire à soit taper sur l'ordre de Hubris, soit avoir frappé en dernier, et quand c'est vous qui chargez, vous allez dicter votre tempo, ce personnage est là pour ça. Heureusement qu'il bouge de 6, parce que sinon il aurait eu du mal à suivre vos unités. Et défensivement, si vous en avez un ou deux, parce que ce n'est pas One Spartan Army, vous allez pouvoir protéger comme ça autour de vous. Cependant, c'est un outil très difficile à utiliser parce qu'il va vous demander un positionnement, un setup particulier, mais dans les mains des bons joueurs, ça peut vraiment casser les couilles parce que vous chargez, vous avancez, vous chargez, vous forcez votre adversaire à le frapper lui. Si vous le frappez pas lui, il aura frappé en dernier. Et dans tous les cas, vos autres unités sont protégées. C'est un très bon gardien de but pour ça. On aimerait peut-être qu'il baisse un peu en points parce que 160, ça fait une grosse taxe. Mais j'ai vu beaucoup de listes en jouer 2 et ça se comprend tout à fait.
par rapport à cette capacité que vous avez à rediriger les dégâts sur vous, c'est vraiment une très très bonne règle. L'autre règle est vraiment horrible, je sais pas qui l'a écrite, vraiment était full drogue, mais la première règle est très forte. Alors maintenant le Lord of Pain, 160 points aussi. Avant je ne sortais jamais sans un Lord of Pain, maintenant je n'en aurais plus l'utilité. Pourquoi? Parce que son plus 1, avant il donnait plus un touche, plus un bless entièrement à 12 de lui quand il contestait un objectif. Maintenant c'est n'est que plus un bless. Et du coup que pour les mêlées weapons en plus, ça marche même plus pour les tirs. Donc c'est beaucoup plus faible, les objectifs sont beaucoup plus petits, donc vous allez avoir du mal à contester des objectifs et garder votre bulle. Et en plus de ça, il a perdu sa ward à 4, et que en ward à 5, il garde sa super règle de quand je réussis un jet de ward, je vous renvoie des blessures mortelles. C'est très fort, mais 160 points pour tout ce qu'on a vu ensemble. Et aujourd'hui, les constructions glissent, le fait que les héros prennent des slots et ainsi de suite, je pense qu'on en verra beaucoup moins. Il pourrait être intéressant s'il avait une règle du style quand il combat, il fait combattre les mortels à côté, quoi que ce soit. Là, il l'a même pas. C'est pas un bon porteur d'artefacts parce que nos artefacts sont pas bons. Donc, voilà. Sur un build full mortel, corps à corps, ça peut s'entendre parce que plus un bless, c'est très très fort, mais malheureusement, c'est trop situationnel, c'est trop sous condition et ainsi de suite. Voilà, je suis un peu triste, que j'adore ce modèle, j'adore ce personnage, mais j'ai du mal à justifier. Alors maintenant on a les archers. Donc les archers, 140 points, c'est le même prix que tous les autres archers du jeu. Le même profil, 2 attaques, 3-4, N-1, dégâts 1, tir à 18. Vous avez l'homunculus, n'est plus un point de vie mais c'est un token. Moins un touche, c'est très très bien parce qu'en fait les unités qui vont vouloir vous tirer dessus vont entre guillemets dévier un pourcentage de leur attaque, mais de manière détourner, si on vous touche, on vous blesse, vous allez voler, parce que vous êtes extrêmement fragile, aucune protection, save à 6, vous êtes en mousse. Cependant, cette unité trouve très très bien sa place renforcée dans le bataillon seigneur de guerre avec le plus un touche, plus un bless pour pouvoir tirer à tous les tours en euphorie. Vous allez démultiplier vos nombres d'attaques, c'est très très bon. Moi je vous conseille d'en jouer un pack de 20, c'est bien de manière autonome, même sans le régiment de guerre. Pour pouvoir avoir de quoi passer les écrans, de pouvoir tirer en phase adverse, vous saturez bien, c'est une bonne unité qui est pas trop chère, qui s'entend complètement. Sur les combats d'archers, vos adversaires vous détruiront parce que vous êtes trop fragile, mais voilà, je pense que l'unité, en tout cas, est plutôt bien coste, elle trouve très bien sa place dans l'armée, même avec des démons, un pack de 20, ça fait le travail que c'est censé faire. Ça aura le course et tir aussi. Cependant, comme tous les archers, ils n'ont pas shoot in combat et l'euphorie ne vous donne pas retreat and shoot. Donc dès que vous êtes tag, l'unité est considérée comme morte. Partez de ce principe-là parce que vous ne ferez pas grand-chose. Cependant, même si vous réussissez vos sorts, vous savez que vous allez pouvoir bénéficier des 6 to hit au corps à corps, donc n'hésitez pas, un pack de 20, ça lance 21 attaques, c'est acceptable, on va dire, pour tuer un petit héros ou quoi que ce soit, ça peut faire des blagues. Voilà, on ne peut pas faire de Death Star en Slaanesh avec que des archers, ce n'est pas viable. Cependant, un pack de 20 trouve très très bien sa place. Alors, l'unité suivante, donc c'est Tsangor. Moi, les Tsangor, j'adore cette unité. Pour le fait qu'il soit à dégâts 2. En plus du dégât 2, c'est 4 attaques par mec, donc renforcé, ça vous fait une vraie belle unité qui va pouvoir saturer. En crit mortal, c'est très très fort. On aime beaucoup, elle blesse à 3, donc c'est l'une des rares unités qui blesse pas à 4. C'est vraiment top. Ils sont tout ce qu'il faut. Ils sont Symbarish, ils sont mortels, et c'est des mortels, donc vous allez pouvoir bénéficier des bonus de Glutos, les crit to hit, les crit mortels. Le fan va pouvoir vous mettre des 3 blessures mortelles pour avoir plus un bless au corps à corps. Normalement, vous en perdrez pas un, et si vous en perdez un, c'est triste, mais on sait la vie. Voilà. C'est une bonne unité, moi je la trouve très très bien. Le seul défaut de cette unité, c'est leur règle de merde qui dit que phase de tir ennemi seulement, c'est même pas un passif. C'est pas tout le temps. Vous pouvez faire un normal move si vous subissez des dégâts. Bon, c'est vraiment anecdotique. Par contre, là où je suis très triste sur la V4, c'est qu'ils sont passés à 6 de mouvement au lieu de 8 et ça change beaucoup de choses. Donc je pense que accompagné par exemple de Glutos pour avoir plus un course, plus un charge,
et le fan pour les blesser, peut-être dans la sous-faction des Symbaroid infanterie, vous allez pouvoir leur donner plus un touche, plus un blesse en crit mortel. C'est une très bonne unité qui ne coûte pas si cher que ça. Cependant, il faut faire très attention car c'est 5 de save et donc ça peut partir très très vite. Vous avez des match-up avec du tir, des long strikes, des cœurs de archer, choses comme ça, qui vous laisseront pas le temps de respirer. Par contre, si vous arrivez à bien la piloter, le fait des dégâts 2 en crit mortal en raid-1, vraiment c'est une bonne unité. Moi j'aime bien les jouer par 6. Si ça baisse en points, on les prend. Mais je trouve que 140 points, c'est quand même bien costé à ce niveau-là. Et les 4 attaques par modèle, ça sature beaucoup. Donc une bonne unité. Alors là, on a les Painbringer, donc c'est le double kit avec les Twin Souls. 2 PV save à 3, donc c'est votre meilleur save du jeu. C'est cool d'avoir de la save à 3. Ils sont Symbaroid, donc vous allez pouvoir bénéficier de tous les bonus de Glutos. 130 points, c'est pas si cher que ça pour 10 points de vie save à 3. Vous avez des BT comme Stormcast qui ont le même body pour 110 points de vie, 110 points. Cependant, là, vous avez 3 attaques, donc ça sature bien, ça prend très bien le euphorie, course et charge. Et en plus, vous gagnez 1 de pénétration d'armure quand vous êtes sur un objectif que vous ne contrôlez pas. Donc c'est assez intéressant pour aller dans le territoire ennemi. Le seul défaut de cette unité, c'est qu'ils sont comment ça s'appelle, en dégâts 1, on aurait peut-être aimé une occurrence pour pouvoir les passer dégâts 2 et un peu plus justifier leur pénétration, mais ça reste quand même une bonne unité. Je suis pas sûr que le crit mortal, eux, en bénéficient énormément, mais en tout cas, ils sont très autonomes. Le seul défaut de cette unité, c'est que on aimerait les renforcer, et je pense pas qu'on les renforce parce que 130 points, parce qu'ils ont des socles, des gros socles, et ainsi de suite, donc ça se réfléchit autour d'un full mortel buffé comme ça, avec ça vous fait pas mal de points de vie en save à 3, c'est intéressant, mais en tout cas, moi je préfère la deuxième version qu'on va voir juste après. Pourquoi? Parce qu'en fait, je préfère soustraire des occurrences à mes adversaires que moi en gagner. Le fait de lancer des dés de sauvegarde, on sait que vous pouvez mal rouler, ça arrive, alors que quand vous retirez des attaques à votre adversaire, là je lance pas de dés, donc moi je préfère entre guillemets lancer le moins de dés possible dans le jeu de dés plutôt que de lancer des dés. Donc là c'est 2 PV save à 4 pour 130 points. Par contre vous avez la super règle que si vous n'avez pas chargé, vous soustrayez 1 aux attaques pour les unités qui sont engagées avec vous, et de plus vous payez une ward à 5. C'est très très fort parce qu'en fait vous allez voir avec l'expérience que vous allez essayer de vous faire engager par des sorts persistants, des choses comme ça, donc vous serez tout le temps engagé, vous serez tout le temps ward à 5. Vos adversaires, quand ils les chargent, moins une attaque, c'est extrêmement frustrant parce que vous faites perdre des attaques à votre adversaire. On a vu qu'il y avait l'artefact qui permettait, sous condition, de mettre une attaque de moins, donc moins 2 attaques. Eux, moi je les joue tout le temps renforcés par 10 avec Glutos pour mettre dans le régiment de seigneur de guerre moins une attaque, donc votre adversaire est souvent à moins 2 attaques quand il est englué dans tout ça. Ward à 5, on l'a vu, et ainsi de suite. Ils vont très très bien bénéficier des bonus de Glutos, et en plus de ça, ça se rallie plutôt bien. Le seul défaut, c'est qu'ils n'ont pas d'étendard, pas de musiciens, pas de choses comme ça. Mais au corps à corps, c'est 4 attaques en 3-4 que c'est des elfes, moins 1-1. Avant, ils étaient en moins 1-2. On aurait préféré ça, mais ça aurait été trop fort avec les crits mortels. Mais voilà, ils sont très bien. Je trouve que c'est une bonne unité défensive, et je les préfère aux Painbringer, qui eux ont plus une vocation offensive, mais malheureusement c'est pas votre meilleur fer de lance dans la composition, parce qu'on va préférer la cavalerie qui ira chercher du dégât 2 ou du Fiengor qui est dégât 2 de base pour frapper. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Ils ont toujours eu du mal à trouver leur positionnement, les Painbringer, je les trouve magnifiques, et aujourd'hui en V4 ça continue dans ce sens là. Alors là, on va regarder maintenant nos unités mortelles qu'on va appeler fer de lance, le coup de poing, les seules unités qui combattent bien.
Et quand je dis combattent bien, c'est entre guillemets, attention. Nous avons les Health Riders et les Sleekblade Seekers. Les deux ont la même vocation. C'est de la cavalerie qui bouge de 12, qui est très rapide, avec 3 ou 4 points de vie, qui est très fragile en save à 5. Pourquoi est-ce que ce sont des modèles qui sont très proches? Seul le coup en point va vous justifier de les prendre, car vous êtes en dégâts 1 et vous passez en dégâts 2 quand vous chargez. Il y en a une de base, les Sleekblade qui sont Ren-1, et les autres sont en Ren-1 sous condition. Ce sont des très très bons porteurs du Mortal Wound, des 6 Mortal, quand vous faites les 6 à la touche, car quand vous chargez, vous allez lancer beaucoup d'attaques en dégâts 2. Ce sont des unités qui ont un prix acceptable, on va dire, en dessous de 200 points, et donc qui peuvent très très bien transpercer des unités, faire beaucoup de dégâts à des unités lourdes, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui vous justifie l'un ou l'autre? Principalement, ça va être le coup en point. Le Ren-1, en fait, on s'en fout un peu parce qu'on va aller chercher les blessures mortelles. Cependant, si vous ratez vos blessures mortelles, on est très très triste sur votre sort parce que vous n'avez aucun dégât dans le BT, on l'a bien compris. Et ce n'est pas la Ren-1 qui va justifier de faire plus ou moins de dégâts. Les Health Riders ont un socle plus petit que les... comment ça s'appelle? Ont un socle plus petit que les Sleekblade, donc ils peuvent avoir... une variance, une manière d'être géré différemment. L'avantage des Sleekblade, c'est qu'ils ont la relance de charge en permanence. Donc c'est un passif, donc c'est très bien pour votre tour ou le tour admis. Moi j'aime bien en avoir un pack de 5 qui accompagne Glutos en contre-charge avec plus un de charge, c'est très fort. Et je prends souvent 2 unités de cavalerie, donc soit 2 fois des Sleekblade, soit 2 fois des S-Riders, soit un pack de chaque. Pourquoi? Parce que dans la sous-faction retraite and charge, ils se justifient complètement, et en plus de ça, ils sont un peu votre fer de lance, ils sont en capacité, une fois buffés, de faire pas mal de dégâts. Par contre, attention, c'est extrêmement fragile, votre adversaire et du tir vous les sortira très très facilement, et ça demande d'être bien piloté. Cependant, c'est une unité qui, même T1, quand c'est à vous de jouer, si vous donnez qu'un seul dé à votre adversaire, qui va prendre le cours et charges, si vous réussissez votre sort, pouvoir vraiment sortir facilement un écran, une petite unité, un héros, pourquoi pas. Vous sortirez pas arcaon avec ça, mais voilà, pour le coup en point, c'est très très intéressant. Les sliders ont surtout l'intérêt d'être passés en 3 PV, comme toutes ces unités de câble, et donc ça tank pas mal, hein. C'est vraiment assez intéressant de ce niveau-là. Donc on réfléchit par rapport à son coup en point et pas spécialement par rapport à la létalité, parce que les deux font à peu près la même chose. Si les points sont réévalués avec la prochaine fac, peut-être qu'on pourra plutôt prendre l'un ou l'autre, mais en tout cas, ce sont des bonnes unités qui vont pouvoir, comme on l'a vu, être accompagnées par le fan pour le plus un course, plus un charge, ou le plus un blesse, parce qu'on blesse à 4, et Glutos qui les valorise aussi très très bien avec le plus un course, plus un charge. Et pour finir, la dernière unité du BT, nous avons les Blizzard Seekers. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de mal à leur trouver une vraie utilité parce qu'en fait, ils vont gagner 1 de pénétration d'armure sur les unités qui contestent un objectif sur lequel vous tirez. Donc vous avez passé en Ren-2, cependant vous avez 3 attaques. Donc c'est une attaque de plus bien sûr que les modèles à pied, mais vous ne tirez qu'à 12. Donc en fait c'est une unité qui a pour vocation, on va dire, de harceler l'adversaire. Vous arrivez à 12, vous tirez, vous chargez, donc ils vont très très bien bénéficier de l'euphorie. Je pense pas que vous ayez besoin de les mettre avec le sort pour pouvoir leur donner des mortels, parce que ça ne s'applique pas au tir, mais au corps à corps, vous avez qu'une seule attaque, la monture en bénéficie pas. En fait, vous voyez, c'est tout ce syndrome-là qui est un peu triste du Companion Weapon, parce qu'en fait, si les armes de compagnon pouvaient bénéficier de l'euphorie, car c'est une règle liée à Slaanesh et ça serait écrit, ça serait une super unité, parce qu'elle pourrait comme ça charger, tirer, et blablabla, et blablabla. Là, c'est pas le cas, et donc votre monture tape pas assez bien, les mecs au corps à corps tapent pas assez bien, eux ça tire de manière intéressante, mais avant ça débuffait l'armure, là ça le débuffe pas. J'ai du mal à trouver une vraie fonction à cette unité pour 160 points. Ça peut faire des cordons, mais ça reste cher, 160 points pour des cordons. On va peut-être préférer mettre d'autres choses à côté. Voilà, j'ai vraiment du mal à justifier l'usage complet de cette unité. C'est triste parce que je les trouve magnifiques. Et une fois de plus, Games n'arrive pas vraiment à leur donner une fonction très très définie. C'est dommage.
Alors là, je vous fais ma première proposition de liste, comme j'aime bien faire quand je suis avec des invités ou tout seul et que je maîtrise un peu l'index. Ça, c'est ma liste passe-partout que je joue actuellement. Je la trouve très équilibrée avec Glutos en seigneur de guerre et comme je vous disais, le -1 attaque dans le régiment Bodyguard qui accompagne Glutos sur les Symbaril Tweed Souls, ce qui fait que vous êtes en -2 attaques et le petit sorcier qui la suit et qui les suit à côté pour mettre le -3 attaques. J'essaie de toujours jouer à l'exposer pour que mon adversaire vienne le charger et en fait se retrouve un peu bloqué au déprimement avec son nombre d'attaques qui est diminué. Avec ça, du coup, je joue 2 x 5 Sleek Blade Seeker que je me sers principalement comme des coups de poing, des fers de lance que je buff, que j'envoie pour aller gratter des unités sur les côtés, pas spécialement pour aller tuer un gros truc, mais plutôt pour supprimer des ressources à mes adversaires, les unités qui font les tactiques, les trucs rapides, parce que c'est rapide, et une fois que ça a fait ça, ça peut revenir, c'est plutôt intéressant. Et comme dernier régiment, du coup j'ai Sigval, comme je vous ai dit, Sigval je trouve qu'il fonctionne très très bien avec Glutos, tout ce que apporte Glutos, Sigval en bénéficie, souvent c'est lui qui va prendre un euphorie, et il est accompagné de 20 archers qui vont souvent être en euphorie aussi. Et pour finir, je prends 20 démonettes, donc ça va être mon vrai fer de lance, c'est-à-dire mon coup de poing. Pourquoi mon coup de poing? Parce que c'est la meilleure unité pour bénéficier du crit mortel, course et charge, 3 attaques, ainsi de suite. La liste est difficile à piloter dans le sens où vous êtes assez fragile, c'est glace canon. Par contre, vous avez normalement de quoi faire un peu tout. Les tactiques, vous défendre, prendre des objectifs. Souvent, à mon tour 4, mon tour 5 sur le champ de bataille, il me reste que Sigval et Glutos, mais ces deux unités, c'est un peu... c'est vraiment, ils fonctionnent très bien en binôme, ils sont durs à tuer et ils combattent plutôt bien, ils sont assez autonomes. Donc voilà, première proposition de liste à ce niveau-là pour une liste plutôt orientée mortelle. Et là donc, je vous fais une autre proposition de liste, cette fois-ci c'est une full démon presque, 2 keepers. Vous avez compris, quand je vous l'ai dit, peuvent ramener des démons, 3 x 20 démonettes. Vous mettez Seigneur de guerre si vous voulez, vous lui mettez les artefacts que vous voulez dessus, on s'en fout. L'idée c'est d'avoir votre unité de seeker qui va pouvoir, entre guillemets, faire des tactiques, faire des écrans. Si ça meurt, on les ramènera à la vie. Et vos démonettes, c'est elles qui vont prendre les bonus d'euphorie, qui vont prendre les sorts pour pouvoir avoir les crits mortels, course et charge, et rentrer dans votre adversaire, lui casser la gueule. À l'échange de ressources, vous allez les perdre, c'est pas grave, parce que vous allez les remonter à la vie, et ainsi de suite. Les keepers peuvent faire le 4+ chacun, et voilà. Et en gros, vous faites une guerre de la terre brûlée où vous prenez des ressources, votre adversaire va en perdre, vous allez en perdre, mais vous allez en ramener, en ramener, en ramener, en ramener. Et comme ça, pouvoir neutraliser un maximum votre adversaire. Et vous avez 2 Lord of Hubris qui ont pour seule vocation de courir à côté de vos démonettes et de prendre les coups pour vos démonettes. C'est assez difficile, c'est tricky à jouer, mais c'est très fort dans l'idée. Vous passez un pack de démonettes en euphorie, un Lord of Hubris en euphorie, les démonettes avec le sort, et ça part en ligne droite, les deux courses et charges, et vous chargez le pack adverse, le mec est obligé, ou le joueur adverse est obligé de frapper soit sur le Lord of Hubris, soit frapper en dernier, eux vont frapper dessus, et vous avez comme ça ce ping-pong, cet échange de ressources. C'est une liste qui est, je trouve, pertinente. Attention, il y a des match-ups sur lesquels vous ne pourrez rien faire, hein, parce que si vous jouez contre des trucs qui ont des archers, bah, vous allez perdre facilement des ressources et donc ne plus pouvoir faire grand-chose. Cependant, vous avez quand même pas mal de mobilité. Le fan va très très bien fonctionner, parce que même si vous perdez 3 démonettes sur 20, c'est pas la mort pour avoir plus un course, plus un charge, ou plus un bless, c'est vous qui voyez, et bénéficier comme ça un maximum de tout ce que vous propose votre armée. Vraiment, c'est 2 listes différentes, une mortelle, une démon. Les deux, j'ai testé, les deux fonctionnent bien, donc je peux que vous encourager à tester, jouer. En tout cas, Dynasty of Slaanesh, comme vous l'avez vu, ce n'est pas un index facile, c'est un index tricky. Ça fait des résultats, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Cependant, c'est très dépendant de votre adversaire. Vous avez des match-ups, ça va très bien se passer, d'autres pas du tout. Et notamment face à tout ce qui est très armoré, malheureusement, si vous ne passez pas vos sorts, vous allez pleurer, pleurer, pleurer. On voit beaucoup de STD aujourd'hui, le -1 bless, si vous passez pas vos sorts, vous font très mal. Luminette, c'est pareil, les -1 touches qui vont vous mettre, les blessures de loin, ainsi de suite. Night Taunt, c'est pareil, si vous passez pas vos blessures mortelles, vous n'allez pas faire grand chose malgré la saturation. Donc
Voilà, on croise les doigts pour que la première fac donne un petit peu plus de souffle à cet index qui est difficile à jouer, mais en tout cas, si vous aimez vous creuser la tête, si vous aimez voilà, pousser votre adversaire dans ses derniers retranchements en forçant, en lui faisant des pièges, en lui proposant des paris risqués, c'est tout à fait le bon index. Moi, j'aime jouer Slaanesh. Je trouve l'index pertinent, cependant j'ai hâte d'avoir, on va dire, le BT, aussi de voir à quoi ressemble le BT bien sûr, car on sent qu'il manque des trucs dans la construction, le domaine de sort qui est intéressant, mais il y a des petits trucs en moins, et la question que je me pose aussi c'est... imaginons demain si on conserve cette colonne vertébrale, si on a un autre domaine de sort et qu'on n'a pas accès au crit mortel, est-ce qu'on aura un autre chose au lieu d'avoir crit to hit, crit sur du 5+, ou d'autres choses comme ça, qui peut être très pertinent dans la construction de liste, donc à voir. En tout cas, prenez plaisir à jouer avec, ce n'est pas le BT, quoi, l'index le plus fort du jeu, pas le plus fort du moment, mais je pense qu'en équipe, ça peut très bien trouver sa place, et bien maîtrisé, vous pouvez proposer des situations très complexes à votre adversaire, donc voilà, profitez-en un maximum. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!